Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon fils n'a pas mangé depuis 5 mois. En janvier, ma femme et ma fille sont mortes dans un accident de voiture. Il avait neigé toute la nuit, et la route qui descend vers le village n'avait pas été salée. Elle rentrait du conservatoire où ma fille, Emma, prenait ses cours de piano le mardi soir. Le rapport de police a été bref, presque insultant dans sa sécheresse. Perte de contrôle, sortie de route, collision avec un arbre à environ 70 km/h. Morte instantanément, ont-ils dit. Comme si ce mot pouvait consoler qui que ce soit. Comme si la vitesse du chagrin se mesurait aussi en kilomètres-heure. Je n'étais pas dans la voiture. C'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai pu tenir debout à l'enterrement, signer les papiers, répondre au téléphone. Mon fils Luc, lui, y était. Il était assis à l'arrière, du côté droit. Il a survécu de justesse. Un mot que je déteste maintenant, parce qu'il sonne comme une victoire, et il n'y avait rien à gagner ce soir-là. Une branche brisée par l'impact s'est enfoncée dans l'habitacle et lui a arraché le bras droit au niveau de l'épaule. Les secours l'ont retrouvé conscient, silencieux, en train de regarder fixement le siège avant. Depuis, il n'y a plus que lui et moi dans cette maison. Au début, je me disais que c'était normal, qu'un enfant de 15 ans qui vient de perdre sa mère, sa sœur et son bras droit dans la même soirée a bien le droit d'être étrange pendant un moment. Il parlait peu, il évitait de descendre pour le dîner, prétextant la fatigue, les cours de kiné, la douleur fantôme qui, disait-il, lui vrillait encore les doigts d'une main qui n'existait plus. Il mangeait tout de même de temps en temps, je le voyais grignoter un bout de pain, puis courait dans une assiette avant de la repousser. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose, et je m'y accrochais comme à une preuve qu'il tenait le coup. Luc avait toujours été un fils à papa. Depuis qu'il était petit, c'était vers moi qu'il venait quand ça n'allait pas vers sa mère. Alors j'ai été patient. Je me suis dit que le temps ferait son travail, comme il le fait pour tout le monde, même si je n'y croyais qu'à moitié pour moi-même. Puis, un soir de mars, il a cessé de manger complètement. Je m'en souviens précisément parce que c'était le jour où j'ai posé une assiette de pâtes devant lui et qu'il l'a regardé comme si je venais d'y déposer quelque chose de vivant. Il n'a rien dit. Il s'est levé, il a monté l'escalier 2 marches à la fois, malgré son bras absent qui semblait encore par réflexe chercher la rampe, et a claqué la porte de sa chambre si fort que le cadre d'une photo dans le couloir est tombé. Les jours suivants se sont enchaînés dans la même chorégraphie. Je posais une question. « Tu as mangé aujourd'hui, mon grand ?» Et il répondait par un silence, ou pire, par une colère sèche et disproportionnée, avant de disparaître dans sa chambre. J'ai essayé la douceur, la fermeté, le chantage affectif que tout parent finit par utiliser quand il ne sait plus quoi faire. Mais rien ne fonctionnait. Et je me répétais que je devais comprendre, que je devais être patient, parce que moi aussi j'avais mal. Moi aussi, j'avais du mal à avaler quoi que ce soit certains soirs. Mais je ne pouvais pas laisser mon fils de 15 ans s'affamer sous mon propre toit. Les maux d'estomac ont commencé début avril. Des crampes si violentes qu'il se pliait en deux dans le couloir. Une main, la seule qui lui restait, plaquée contre son ventre. Je l'ai emmené en urgence chez le médecin, un matin où il n'arrivait même plus à se tenir droit. Le docteur Aubry, qui nous suivait depuis des années, lui a fait un discours long et sérieux sur la dénutrition, sur ce que le corps fait à lui-même quand on cesse de le nourrir, sur les conséquences irréversibles que cela pouvait avoir sur un organisme encore en croissance. Luc a écouté, le regard fixé sur ses chaussures, sans un mot. Le médecin lui a prescrit des compléments. Il m'a pris à part pour évoquer à mi-voix la possibilité d'un suivi psychologique, peut-être même d'une hospitalisation si la situation ne s'améliorait pas. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Je conduisais lentement,
comme si aller doucement pouvait empêcher le monde de recommencer à se briser. À un feu rouge, je me suis tourné vers lui pour lui dire quelque chose. Je ne sais même plus quoi, une banalité rassurante peut-être. Et il m'a simplement fait un signe de tête. Un mouvement lent, presque mécanique, les yeux dans le vide. Je n'ai jamais oublié ce regard, et sur le moment j'ai cru que c'était de l'épuisement. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi en penser. Dès que je me suis garé dans l'allée, il a bondi hors de la voiture avant même que j'aie coupé le moteur et s'est engouffré dans la maison, direction sa chambre, 2 marches à la fois. Un mois entier s'est écoulé sans qu'il ne touche, à ma connaissance, à un seul repas. Je montais son assiette, je frappais à la porte, je laissais l'assiette devant la porte comme une offrande. Le lendemain matin, elle était intacte, froide, figée. Chaque fois que j'insistais, il me servait la même phrase, toujours avec le même ton, plat, presque récité. « Je n'ai pas faim, ne t'inquiète pas, papa. » Alors, j'ai fini par ne plus m'inquiéter. Ou plutôt, je me suis convaincu de ne plus m'inquiéter, ce qui n'est pas la même chose. Je me raccrochais à une logique simple. Un être humain ne peut pas survivre 5 mois sans absolument rien ingérer. Il devait bien manger quelque chose, quelque part, à un moment que je ne voyais pas. Mais avec quel argent ? Peut-être qu'il n'était tout simplement pas à l'aise pour manger devant moi. Dans cette maison où chaque repas rappelait la chaise vide de sa mère et celle de sa sœur. Je me suis dit que c'était sa manière à lui de faire son deuil, une manière que je ne comprenais pas mais que je devais respecter. Nous approchions de juillet. L'accident remontait à janvier, et même moi, malgré moi, je sentais quelque chose qui ressemblait à une normalité fragile revenir dans mes journées. Je recommençais à dormir sans somnifère, à rire parfois devant la télévision, à ranger les affaires d'Emma dans des cartons sans que mes mains ne tremblent trop. Cette normalité naissante m'a donné, je crois, un excès de confiance. J'ai décidé qu'il était temps d'agir vraiment en père et pas en spectateur inquiet. Un samedi soir, je lui ai présenté un steak. Un bon steak juteux, saignant comme il les aimait avant, accompagné de frites maison que j'avais coupées moi-même, un geste que je n'avais plus fait pendant des mois. L'odeur du beurre fondu dans la poêle a rempli la cuisine. Et pour la première fois depuis longtemps, cette odeur ne m'a pas rendu triste. J'ai posé le tout sur une assiette, fumant encore, et je suis monté. J'ai frappé 2 coups avant de pousser la porte et d'allumer la lumière, sans attendre de réponse, porté par un élan que je n'avais pas eu depuis janvier. « Je t'ai préparé quelque chose, mon grand. » Je me suis arrêté sur le seuil, l'assiette encore chaude entre mes mains, en fronçant les sourcils. Luc était assis sur son lit, quelque chose dans la bouche qu'il mâchait, avec une avidité presque animale, les mâchoires serrées, comme si sa vie en dépendait littéralement. J'ai posé l'assiette sur ses tiroirs, plus pour me donner une contenance que par choix. Luc ? Je suis entré dans la chambre. Il a ravalé précipitamment ce qu'il était en train de mâcher, si vite qu'il a manqué de s'étouffer, une toux sèche secouant ses épaules. « Quoi ? C'est juste un Snickers !» Sa voix avait quelque chose de trop rapide, trop préparé, comme une réplique répétée pour une occasion qu'il redoutait. Il a semblé nerveux, jetant des coups d'œil vers sa table de chevet, vers la fenêtre, partout sauf vers moi. Il s'est levé et m'a en quelque sorte poussé, doucement mais fermement, vers la porte de son unique bras. J'ai accepté ce geste sans le comprendre encore. J'ai laissé l'assiette à l'intérieur et je suis resté un instant silencieux dans le couloir, tandis qu'il refermait la porte derrière moi, avec un déclic un peu trop appuyé. Le lendemain matin, quelque chose, comme un instinct ou une inquiétude sourde que je n'arrivais pas à nommer, m'a poussé à ouvrir le frigo et à vérifier le paquet de Snickers que j'avais acheté la semaine précédente, au cas où Luc aurait envie d'un encas facile. Le paquet était encore scellé, intact, pas un seul emballage manquant.
Je suis resté debout devant le frigo ouvert, la lumière froide me baignant le visage, pendant ce qui m'a semblé de longues minutes. J'avais été tellement rassuré la veille de le voir mâcher quelque chose avec autant d'appétit. Et maintenant cette certitude s'effondrait, remplacée par une question simple et vertigineuse. Qu'est-ce qu'il avait bien pu manger? Quelque chose en moi, une part que je n'aime pas reconnaître, la part paranoïaque et fatiguée d'un père veuf, a décidé qu'il fallait que je sache. Ma première action a été d'installer ce soir-là, tard, une petite caméra de surveillance juste à l'extérieur de sa chambre, dissimulée dans les branches d'une plante artificielle sur le palier. Je sais à quel point cela paraît pathétique, presque malsain, écrit noir sur blanc comme je le fais maintenant. Mais je m'inquiète. C'est ce que font les parents. C'est tout ce qui me restait à faire. J'ai bien dormi cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, avec la certitude étrange que le lendemain matin, je saurais enfin. Et effectivement, j'ai su. La caméra a détecté un mouvement juste après 4 heures du matin. Sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu la porte de sa chambre s'entr'ouvrir lentement, et mon fils en sortir, pieds nus, silencieux, pour descendre l'escalier. Une trentaine de minutes plus tard, un second mouvement. Il remontait, une petite assiette à la main, sur laquelle reposait ce qui semblait dans le grain pixelisé de l'image nocturne, un morceau de viande. Le steak, ai-je pensé, le cœur battant un peu plus vite. Peut-être avait-il fini par céder et était descendu se resservir dans la nuit, honteux de le faire devant moi. Mais, attendez, je l'avais laissé dans sa chambre, ce steak. Je l'avais vu intact sur ses tiroirs en refermant la porte. C'était étrange. Après ça, plus aucun mouvement sur l'enregistrement. Il n'est pas ressorti de sa chambre. Je suis allé le voir doucement, presque sur la pointe des pieds. « Luc, tu es réveillé, mon grand ?» J'ai frappé à sa porte, mais aucune réponse. Je suis entré pour le trouver profondément endormi, sa respiration lente et régulière, son visage détendu, comme je ne l'avais pas vu depuis janvier. J'ai souri malgré moi devant ce calme retrouvé, pour découvrir, en tournant la tête, le steak que j'avais cuisiné la veille, complètement intact, froid, figé dans sa graisse sur ses tiroirs. Luc n'y avait pas touché. Je l'ai ramassé sans un bruit et je suis redescendu, l'assiette froide entre les mains, l'esprit en ébullition. Alors où trouvait-il de la nourriture ? Je sais que vous pourriez penser que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel était qu'il mange, peu importe où ni quoi. Mais je voulais savoir, j'avais besoin de savoir. Parce que cette nourriture ne provenait ni du frigo, ni du garde-manger, ni d'aucune réserve de la maison. J'avais vérifié tous les endroits méthodiquement, un par un, comme un homme qui cherche à se raccrocher à quelque chose de rationnel. La nourriture, elle, se trouvait dans les assiettes du bas. Dans les assiettes que je préparais moi-même, que je laissais sur le comptoir, que je pensais destinées à la poubelle le lendemain matin. J'ai alors décidé de le prendre sur le fait. Encore une fois, j'ai conscience de la manière dont cela sonne. Un père qui espionne son propre fils dans sa propre maison, la nuit, comme un intrus. Mais je m'inquiétais, sérieusement, profondément à ce stade. Cette nuit-là, à 4 heures précises, j'ai entendu du mouvement dans le couloir. Le cœur battant, je me suis levé sans allumer la lumière. J'ai enfilé mes chaussons sans faire craquer le parquet, et je l'ai suivi dans l'escalier, à distance, dans l'obscurité complète de la maison endormie. Il n'est pas resté à l'intérieur. Il a traversé la cuisine, ouvert la porte de derrière, et s'est enfoncé dans le jardin. Je me suis arrêté sur le seuil, hésitant, avant de le suivre à mon tour, pieds nus dans l'herbe froide et humide de rosée. Dans l'obscurité presque totale, éclairée seulement par le mince croissant de lune, j'ai distingué une silhouette au fond du jardin, près de la haie de Troène. Elle se tenait debout
immobile, un bras tenant fermement ce qui ressemblait à une petite pelle plantée dans la terre. J'ai fait un pas de plus dans l'herbe, et le détecteur de mouvement du jardin s'est déclenché. Et une lumière blanche et crue a soudain inondé la pelouse. La silhouette s'est retournée d'un coup. C'était le visage de mon fils. Mais quelque chose en lui ne ressemblait plus à celui que je connaissais. Sa bouche dégoulinait, sombre, dans la lumière artificielle, et il se tenait devant un petit trou fraîchement creusé dans la terre. La pelle encore plantée à côté de lui, la terre retournée formant un petit monticule sombre et humide. J'ai reculé, trébuché, et je suis tombé lourdement sur la pelouse, une main plaquée sur ma bouche pour étouffer le cri qui montait, l'autre s'enfonçant dans l'herbe froide comme pour s'assurer que le sol, au moins, était lui bien réel. Je me rends compte maintenant que j'ai oublié de mentionner que ma femme et ma fille étaient enterrées dans le jardin.